Alors, on va procéder de façon assez hybride. D'abord, je vais me présenter. Donc, Pouria Amir Chahi, président de Politis et directeur de la publication. Arié Halimi, mais qui va se présenter lui-même, qui est avocat et qui fait plein de choses qui vont nous intéresser directement, puisqu'il va être à l'honneur, en tout cas ce qu'il fait concrètement dans sa praxis du droit, va, j'espère en tout cas, nous éclairer sur les enjeux des droits et des libertés fondamentales dans ce pays, qui, petite pierre posée déjà dans le débat, sont, selon beaucoup de démocrates, menacés, et pas simplement en France. Je dis les choses simplement. Et si vous voulez bien, maintenant que cette présentation est faite, je vais vous proposer de procéder de la façon suivante. C'est-à-dire que je fais une courte introduction pour problématiser, en essayant de ne pas être long. L'essentiel du moment qu'on va passer ensemble, et procédant à la fois de questions de votre part ou d'interventions, et évidemment du propos conférencier, je ne sais pas comment dire, du propos d'Arié Halimi, qui nous a fait le plaisir d'accepter cette carte blanche de Politis. Donc vous avez vu le principe, vous avez fait d'autres débats. Il y a en plus des débats et des ateliers, des titres qui, aux côtés de Politis, donc il y a eu Mediapart, l'Obs, Alter Echo, Libé, quelques autres, ont leur carte blanche. Donc on a choisi, de façon évidemment tout à fait indépendante, une question qui nous apparaissait importante, au regard d'abord du périmètre éditorial de notre journal, après une plongée via nos reportages dans la réalité d'une partie de la France, et sur une question fondamentale qui nous paraissait au cœur du doute démocratique qui traverse aujourd'hui notre société, à savoir la question des libertés et des droits. La question qu'on voulait vous poser avec Arié Halimi, c'est est-ce que vous voulez procéder par la fameuse méthode du débat inversé, c'est-à-dire est-ce que vous voulez commencer par vos questions et ensuite Arié répondra et balayera, ou est-ce que vous voulez d'abord la procédure classique d'écoute puis d'échange? Est-ce qu'il y a des préférences dans la salle? Il n'y a pas de préférence dans la salle. Est-ce que vous avez apprécié les débats inversés? Ben voilà, donc on va faire... Alors je dis quelques mots juste en introduction. Pour celles et ceux qui connaissent Politis, vous ne serez pas étonnés que nous traitions de cette question fondamentale. Qui évidemment ne vient pas simplement des gilets jaunes. Je parle là des violences policières, je parle bien de la violence d'État, je parle bien là des restrictions des droits et des libertés, qui fait d'une certaine manière écho au débat qu'il y a eu tout à l'heure sur l'enjeu de la démocratie des institutions dans ce pays, de la Ve République et de l'exécutif duquel tout procède. Sans doute d'ailleurs que par capillarité, cette démesure du pouvoir de l'exécutif a évidemment des conséquences culturelles profondes dans tous les rhizomes institutionnels de notre pays, et dans le rapport à la justice, dans le rapport aux droits et aux libertés, et dans le régalien le plus brutal, on va dire la police. Il y a évidemment là une expression directe du pouvoir de l'exécutif qui s'exprime notamment dans les périodes dites de troubles. Je dis ça évidemment avec 40 000 guillemets. Je disais que cette question vient de loin, et elle vient de loin, elle n'est pas que française. Je date pour la France une accélération de notre difficulté à assumer la démocratie, qui n'en devient plus tout à fait une sans avoir totalement basculé dans un régime autoritaire, mais qui est dans ce moment particulièrement troublant de la fragilité de nos droits et libertés, de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui avait commencé à reforger une doctrine et à l'imposer, de laquelle on n'est pas sorti, une doctrine de surveillance, une doctrine de répression, une doctrine punitive qui renforce et réoutille avec un surarmement parfois inouï, non seulement le bras armé de la justice, entre guillemets, c'est-à-dire la police comme corps constitué, mais aussi tout un dispositif législatif et judiciaire qui vient en amont. Vous vous rappelez des peines planchers, vous vous rappelez du durcissement général des politiques publiques à l'époque, qui avait visé évidemment d'ailleurs les plus fragiles. Rappelez-vous, ces premières dispositions, c'était contre les plus fragiles de la société. Les prostituées, rappelez-vous, les migrants, les jeunes, et de façon plus générale, parmi les jeunes, ceux qui étaient les plus précaires, c'est-à-dire ceux qui sont issus des quartiers populaires, c'est-à-dire ceux qui sont issus des histoires d'immigrés qui sont pourtant pleinement partie prenante de la nation, mais que celle-ci n'a pas toujours voulu reconnaître comme telle. Et puis ça s'est aggravé par la suite. Vous avez vu que sans doute
sous le quinquennat précédent, avec la loi de renseignement 2014, avec l'état d'urgence de 2015, avec la loi sur la réforme de la sécurité de 2016, qui a inscrit, alors le terme est impropre, mais vous me comprendrez sans doute, ce droit à la légitime défense des policiers, a cranté encore un peu plus ce glissement sécuritaire, qui fait écho à ce qui se passe dans beaucoup de pays, dans beaucoup de démocraties, entre guillemets encore une fois, de démocraties libérales, qui elles-mêmes se fragilisent et renoncent à être ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire dans l'accomplissement toujours recherché d'une démocratie améliorée. C'est exactement le contraire qui est en train, selon nous, c'est l'hypothèse que l'on pose là, de se passer parfois dans l'indifférence, c'est notre inquiétude, d'une grande partie de citoyens et de citoyennes engagés, y compris dans le camp du progrès. Et cette question des libertés, cette question des droits est sans doute la moins interrogée par des citoyens engagés. C'est celle qui, par contre, au nom de laquelle se justifie plus facilement, parce qu'il y a eu la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a eu des événements qui peuvent faire peur, qui facilitent l'argumentaire pour faire passer les nécessaires dispositions d'ordre temporaire qui ne sont en fait jamais temporaires. Chaque disposition, Ariel Halimi en parlera sans doute, qui a été installée depuis 2002, a perduré ou s'est aggravée. Il n'y a pas eu de parenthèse, si tant est que ça puisse exister, mais il n'y a pas eu de parenthèse d'ordre et de sécurité dans un moment particulier en échange du prix retrouvé des libertés un peu plus tard. C'est exactement le contraire qui s'est passé et on voit aujourd'hui le pli qui est pris en Hongrie, en Italie, pour ne parler que de l'Europe, en Pologne, aux États-Unis et dans à peu près tous les pays du monde. Si on regarde, j'ai cette chance de m'intéresser aux enjeux internationaux avec d'autres responsabilités, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Chine, avec déjà des surveillances installées partout, un fichage y compris qui conditionne votre carrière sociale et votre existence de citoyen, avec cette sorte de bonus-malus selon votre comportement, avec une police comportementale qui commence à s'installer. On voit ce qui se passe en Australie dans le rapport aux migrants et le rejet de ces migrants sur l'île en face dont j'ai oublié le nom. Bref, on est dans ce moment très inquiétant et il ne semble pas que nous soyons armés, hormis le cri de conscience morale que nous pouvons exprimer. Et c'est aussi là-dessus que je sais qu'Ariel Halimi a commencé à réfléchir, comment s'outiller, comment sortir de cette situation. Je m'arrête là pour le cadre parce que j'aurais bien trop à dire et après c'est moi qui me transformerai en conférencier. Or ce n'est pas le but. Je poserai moi aussi des questions si tu veux bien. Mais je voulais, avant de donner la parole à Ariel Halimi, qu'il se présente avant d'introduire, lui dire merci. Parce qu'il y a dans la période très récente besoin de voix. Pas simplement de voix et de conscience morale, mais de voix actives, engagées, qui n'ont pas peur de l'opprobre, n'ont pas peur d'être montrées du doigt comme étant des ennemis de la nation parce qu'ils défendent les droits et les libertés. Je veux remercier à travers lui toutes celles et ceux qui se sont engagés, qu'ils soient écrivains, je pense à Henri De Luca, notamment auprès des migrants. Taha Bouafs qui est ici, qui est journaliste à la base si j'y suis et qui est très engagé, est une vigie quotidienne presque des violences policières et de ce qui se passe dans la relation policier-quartier, en particulier, entre autres, c'est pas le seul sujet qu'il suit. Bon, et toutes celles et ceux qui sont actifs dans cet engagement-là et qui mériteraient d'être mis en lumière et que l'on écoute un peu plus. Et donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc d'abord tu te présentes et ensuite vous posez vos questions. Et puis on aura tous le plaisir de t'écouter. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Je m'appelle Ariel Halimi. Je suis d'abord avocat au barreau de Paris depuis à peu près 16 ans. Et donc investi depuis 16 ans dans les affaires pénales, notamment. Je suis depuis quelques années, depuis 2014, depuis 2015, à peu près 2014-2015, j'ai intégré la Ligue des droits de l'homme et actuellement je suis membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Je vous convie tous d'ailleurs à adhérer, à rejoindre la Ligue des droits de l'homme parce que c'est aujourd'hui un des remparts face à cette évolution qu'on peut tous constater, mais sur lesquels on n'a pas forcément conscience du caractère dramatique de l'évolution de la prise en considération des droits de l'homme, de la réduction des droits de l'homme, parce que dans l'opinion publique, les droits de l'homme ne sont pas quelque chose... C'est un peu le parent pauvre des préoccupations, finalement. Et on n'a pas forcément conscience de ce que les droits de l'homme, on l'a oublié peut-être, c'est la fondation
ce sont les fondements du contrat social. La déclaration de 1789, qui est à l'origine de la République, c'est d'abord une déclaration de droits de l'homme. Et la question que je vous pose, mais maintenant je vais vous laisser parler, parce que justement, c'est de vous dont il est question. La question importante, c'est de savoir comment répondre à cette crise des droits de l'homme et savoir si l'on peut recréer un pacte social à partir d'une prise en considération des dangers qui pèsent sur les droits de l'homme. Donc maintenant, je vous donne la parole et je vous donne le micro, et peut-être que je vous parlerai de cette expérience ou des analyses que j'ai pu faire en tant qu'avocat et en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais bien avant, dans les quartiers populaires et ailleurs. Alors, je précise deux choses. D'abord, c'était la règle qu'il se présente lui-même. Donc, je n'ai pas cité la Ligue des droits de l'homme, mais c'est aussi à ce titre, évidemment, et beaucoup aussi à ce titre qu'il est notre invité, qu'il a cette carte blanche, Ariel Halimi. Je disais que je suis venue pour écouter et aussi pour faire part de la consternation de la citoyenne que je suis, engagée à gauche devant le détricotage, la menace des libertés publiques qui se profile avec une certaine constance. C'est vrai. Et face à laquelle il n'y a pas de résistance collective organisée. On a vu récemment, après l'état d'urgence, l'introduction dans le droit commun, avec la loi sécurité intérieure. On a eu, et ça a été voté très largement, Parti socialiste compris. Enfin, il y a eu une résistance marginale. Il y a quelques années, on se serait levés, tous. On a un ministre de l'Intérieur qui assimile des manifestants aux casseurs. Il n'y a pas une levée de bouclier générale, grande manifestation unitaire pour sauver les libertés publiques. Et je pense qu'il faut réveiller collectivement cette idée à laquelle on est quand même attaché, enfin j'espère encore un peu. Pourquoi je suis là? Je ne savais pas trop, mais il fait frais et il fait plutôt bon. Non, pourquoi je suis là? Moi, je voulais savoir ce que c'est les libertés publiques finalement. Parce qu'on dit qu'il y a les restrictions des libertés publiques. Mais moi, dans ma vie quotidienne, je ne sens pas une perte de ma liberté publique. Je vais qu'à des manifestations autorisées. Quand j'y vais, un peu quand je vais aux États-Unis, le Patriot Act, effectivement, une mesure provisoire qui continue à rester. Je suis attentivement les journaux sur les nouvelles lois qui passent, etc. Mais dans ma vie quotidienne, je ne ressens pas de restrictions sur ma liberté publique. Et je veux faire un parallèle avec le débat auquel j'ai assisté précédemment sur Internet est-il de gauche. On a parlé à un moment donné sur la régulation d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de libertés publiques, notamment la liberté de dire ce qu'on veut, se passe sur Internet, qui est là, elle n'est plus régulée par le gouvernement. On a une demande de régulation par les gouvernements d'Internet. Et quand le gouvernement réglemente, on dit que c'est trop. Bon, c'est un peu compliqué, donc c'est pas simple. Mais juste vraiment la question, c'est où commence ma liberté publique, où elle s'arrête? Est-ce que les limitations qu'on a vécues, je dirais, c'est pas provocateur ce que je vais dire, mais quand on est un citoyen normal, qu'est-ce que ça change pour nous dans notre vie quotidienne? En réalité, rien du tout. Ou pas. C'est sur les droits de l'homme. Je ne sais pas si, on l'a entendu, effectivement, il y a des phénomènes de détricotage, mais moi je voulais partir d'une situation concrète, d'un cas concret, de façon à pouvoir dire ce qu'il faut qu'on fasse et ce qui nous est assigné après comme objectif. Je vais parler de la liberté des salariés dans l'entreprise. Et ça, c'est une question des droits de l'homme. Or, avec la loi Macron, fait que la loi Macron, elle crée des difficultés, elle renforce des difficultés, l'avocat le dira avec moi, elle renforce des difficultés d'accès pour sa propre défense et notamment au niveau des prud'hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça aussi, ça touche les droits de l'homme, c'est que Macron nous a créé il a une notion du préjudice qui est très particulière pour lui, pour les salariés, c'est-à-dire qu'il met un plafond. C'est-à-dire que
le salarié qui va réclamer par rapport à une faute de son patron, il n'aura plus les préjudices puisqu'on lui met un plafond, c'est-à-dire que, bon, il y a des exemples notamment au niveau de différents tribunaux, je pense qu'il y a eu notamment des contestations, enfin, je l'ai vu dans la presse. Donc, il y a bien donc, je voudrais élargir ce droit fondamental, le droit des droits de l'homme, au droit des salariés en général dans ce pays, avec le détricotage Macron. Parce que le détricotage Macron, c'est pas que les lois sécuritaires, c'est aussi des lois sur les gilets jaunes, etc. Mais il y a aussi tout ça dans le package Macron. Madame. Je voulais juste dire, je suis totalement d'accord, ça me paraît central. Et il y a une deuxième chose, moi j'enseigne dans le 93. Et qu'est-ce que c'est qu'un citoyen normal? C'est quoi un citoyen normal? Ben moi je sais que dans le 93, mes élèves ne sont pas normaux. Pourquoi? Ils ne sont pas normaux parce qu'ils sont en proie à une bagarre continuelle de la police qui les arrête des dizaines et des dizaines de fois avec des contrôles souvent humiliants et quelquefois sexuellement graves. Et pourquoi? Pour rien. Ils ne sont pas normaux. Dans ce sens, c'était bien de préciser. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou une intervention, bien sûr. On va là-bas, puis on revient ici. Moi, c'est plus en témoignage, c'est-à-dire que sous Sarkozy, vous m'entendez? Ouais, sous Sarkozy, j'étais un peu stressée, moi, déjà, avec les libertés. Et puis, un matin, je me suis réveillée et j'avais la fille d'une amie à moi qui était en prison, a priori pour 25 ans. C'est ce qu'on a appelé l'affaire de Tarnac. Voilà, c'est-à-dire que les libertés publiques, à ce moment-là, on est quand même un certain nombre dans cette justice, ça peut aller très vite, très très vite. Une justice qui est expéditive, qui taxe de terrorisme des gens alors qu'en fait ils manifestaient. C'est pour ça que je disais qu'il y a des rapports entre syndicalisme, manifestation et autre chose. Voilà, les libertés publiques, on a trouvé ça vraiment déjà à ce moment-là en danger. Et ça ne fait que s'accélérer pour moi. Je peux citer d'autres cas aussi d'atteinte aux libertés publiques, notamment avec ce qui se passe à Bure, avec un harcèlement très fort, permanent de la police vers des gens qui posent le débat du nucléaire en France et en fait qui sont des gens effectivement dans des conditions qui sont assez plomb quelque part. Oui, allez-y, madame. Oui, moi je me suis inscrite à Extinction Rébellion. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, donc c'est un mouvement de désobéissance civile sans violence pour le climat et la biodiversité. Et en fait, ça va être passé compte suivi à Paris. Heureusement, je n'y étais pas. Mais je me suis dit, mais c'est fou. Moi, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose pour agir, en effet, pour faire prendre conscience aux citoyens, au gouvernement, peut-être par ce biais-là. Et là, en fait, je me suis dit que c'était, a priori, il y a une raison que ça dégénère à ce point-là. Et en effet, les restrictions là et celle que j'ai fait tout à l'heure dans un autre débat qui parlait des jeunesses écartées, où un sociologue nous a expliqué qu'en fait, c'est vrai que cette politique de police qui est mise en place, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date, c'est vraiment une politique qui vient de plusieurs années, même d'autres pays, et qui est on n'est plus dans une comment on va dire, dans une réaction de gouvernement par rapport à un fait, mais à une stratégie qui est en effet
là, qui est délibéré, et donc jusqu'où ça va aller, quoi. Alors, Oui, moi je voulais poser deux questions. La première, c'est ce que je vais appeler la dictature de l'émotion. Est-ce que la dictature de l'émotion, c'est pas celle-ci aussi qui attaque nos libertés publiques? Je donne un exemple connu. Il y a un attentat épouvantable chez Hebdo et ce qui suit. Immédiatement derrière, l'état d'urgence, et puis la loi peu à peu qui se modifie. Et à peu près à la même période, il y a la COP21. Et on arrête, pour présomption, on arrête. Et on empêche d'aller manifester, pour présomption d'atteinte à une hypothétique liberté, les écologistes, donc on sait bien que ce sont tous des dangereux terroristes. Ce sont les premiers qui ont été en tôle parce que peut-être qu'ils auraient manifesté. Dans cette période-là, dans cette période. Le soir même, il y avait une manifestation à Paris. Oui. Le soir même. 4 heures après, il y a tous les gens étaient place à la République. Et j'y étais. Oui, d'accord, mais n'empêche que la démarche, donc... Et c'était pas facile, et il y avait un sentiment de liberté et de... Avant, il y avait des assignations à résidence. alors si vous voulez bien... Si je peux me permettre de finir... Voilà, c'est effectivement, il y a eu des assignations à résidence, il y a des gens qui n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient décidé. Et moi, ma question, c'est, n'y a-t-il pas utilisation d'une émotion logique, normale, pour faire quelque chose qui est plutôt liberticide? Et est-ce qu'on n'est pas, depuis un moment, entré dans cette logique-là avec ceux qui, de façon, je vais dire, très cynique, utilisent peut-être cette émotion pour diminuer les libertés publiques? Ou est-ce que je caricature et je pense à ça? Alors, allez-y, monsieur. Moi, je pose une question sur l'impunité de la police. C'est-à-dire sur le fait que l'État, au niveau central, ministre de l'Intérieur, préfet, l'IGPN, qui déclare que les violences policières n'existent pas. Cette impunité, elle a été acquise, ça a été dit tout à l'heure, elle a été acquise, elle a été acceptée et acquise dans les quartiers où on a eu des violations du droit contre des enfants des quartiers qui n'ont pas été poursuivis ni punis. On va nous citer des exemples de policiers qui ont été condamnés pour quoi que ce soit qui concerne l'ordre public à la maintien de la paix. Elle s'est développée ensuite, on l'a vu chez les Gilets jaunes, avec les mêmes méthodes plus perfectionnées. Et donc, une catégorie, les gens des banlieues, les Gilets jaunes. Et maintenant, ce qu'on a vu sur le pont de Sully, c'est-à-dire y compris des militants écologistes, pacifistes, etc. C'est-à-dire qu'on est, dans cette situation-là, on n'a aucune réaction, non seulement de la gauche, et je suis d'accord avec vous, on n'a pas de grande manifestation, on n'a pas de protestation. Donc, c'est quelque chose d'insensé de penser qu'on puisse dire la police a le droit de faire ça parce qu'elle détient le monopole de la violence légitime. C'est insensé. Et ils ne sont pas poursuivis, l'IGPN est là pour accompagner, pour faire soi-disant peur. Il est vrai que des policiers sont condamnés lorsque ils vont faire des vols, des choses comme ça, des actes. Lorsqu'ils battent leurs femmes aussi, ils peuvent être condamnés. Mais sur la violence exercée dans la rue par les policiers, il n'y a jamais de suite. Il y a des enquêtes menées, mais il n'y a jamais de suite. Comment peut-on faire pour dépasser cette situation et faire en sorte que cette police soit quelque chose d'à peu près normal? Alors, on a été très très riche en questions là. Une dernière, et si vous voulez bien, après celle-ci, enfin, sauf s'il y avait des urgences, non, une dernière, et ensuite, on ne peut plus de toute façon. La question de base des propos de l'État, pourquoi vous êtes venu? Moi, je vais un peu dire pourquoi je suis venu. Je suis venu parce que je suis extrêmement inquiet. Mais fondamentalement, non pas pour ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire on empêche les gens d'aller manifester. Moi, j'ai été plusieurs fois empêché à manifester. Maintenant, ils ont pu manifester parce qu'on pense qu'ils ont l'opinion d'eux, etc. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, je ne veux pas faire allusion ni à Orwell, ni à qui vous voudrez, mais ça ressemble à ça. Je ne veux pas non plus aller jusqu'à l'histoire entre les deux guerres. Mais je veux dire, je suis extrêmement inquiet. Je pense que ce dont on parle là, c'est probablement l'un des sujets les plus importants. Bon, il y a beaucoup de questions. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous un peu répondus, en fait. À votre première question, à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de personnes, de gens qui se bougent et qui essayent de manifester ou d'empêcher cette déliquescence des libertés publiques, des droits de l'homme. Le monsieur derrière vous a répondu, moi je ne me sens pas concerné. Pourquoi je ne vais pas manifester, ou bien quand je vais manifester, c'est dans une manifestation déclarée, donc a priori j'ai pas de difficulté. Et monsieur représente, je pense, l'infinie majorité des Français, des citoyens, et c'est la raison pour laquelle, alors ici, nous avons un public peut-être un peu plus concerné que le reste de la population française, mais effectivement, la majorité des Français ne se sentent pas concernés, comme vous, ou peut-être, je ne sais pas, mais toujours est-il que la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas concerné. Parce que je pense que, et puis il y a beaucoup de gens qui vous ont répondu, monsieur. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont concernés, et j'ai entendu pas mal de réponses à votre interrogation sur la nécessité finalement d'avoir des droits de l'homme ou de maintenir les droits de l'homme tels qu'on les conçoit aujourd'hui. J'ai entendu d'abord que les droits de l'homme, ça n'était pas qu'une déclaration, ou ça ne concernait pas que les libertés publiques, mais également les droits économiques et sociaux. Parce que finalement, la Déclaration des droits de l'homme, ce sont des grands principes. Mais la Déclaration des droits de l'homme, vous voyez, c'est votre plancher, là, sur lequel vous êtes. Et s'il n'y a pas de plancher, il n'y a pas d'édifice. Il n'y a pas d'immeuble. Il n'y a rien et tout s'écroule sur vous. Et la déclinaison de tous les droits qui existent, dans tous les codes, y compris le code du travail que vous évoquez, avec les lois Macron qui ont instauré un plafonnement aux indemnités prud'homales, et qui est effectivement contesté devant les tribunaux, devant les conseils prud'homaux sur le fondement de la convention OIT, Organisation internationale du travail, mais également sur le fondement de textes français constitutionnels, et qui sont également contestés devant la Cour d'appel. Maintenant, on attend ce que va dire la Cour de cassation, parce que pour l'instant, ces textes ont une conformité constitutionnelle. Eh bien, ce sont aussi des droits de l'homme. C'est une catégorie de droits de l'homme. Ce sont les droits économiques et sociaux qui ont été intégrés dans le bloc de constitutionnalité en France. Et oui, effectivement, nous sommes concernés, nous tous, chaque jour, quand on va travailler par ces droits de l'homme. Et quand on restreint la possibilité d'obtenir une indemnisation raisonnable et normale par rapport au temps de travail qu'on a eu dans une entreprise, qu'on n'a plus la possibilité de contester un licenciement. Parce que si on conteste le licenciement, eh bien après 3 ans de procédure, et là je parle d'un autre droit de l'homme, celui d'avoir le droit d'avoir une décision de justice rapide et efficace, eh bien au bout de 3 ans, on obtient ce que l'on doit, c'est-à-dire une indemnité plafonnée et fixe, alors que ce n'est pas le préjudice réel qu'on a subi. Là aussi, effectivement, il y a un détricotage des droits de l'homme, des droits économiques et sociaux. On est tous concernés par ces choses-là. J'ai entendu également, comme réponse, je vois des enfants qui ne sont pas normaux dans le 93. Effectivement, vous avez bien fait de préciser que s'ils ne sont pas normaux, c'est qu'ils sont violentés, qu'ils subissent des violences au quotidien, des contrôles d'identité et des contrôles au faciès du matin au soir, plusieurs fois par jour. Ces enfants, issus de l'immigration, noirs, arabes, qui subissent un traitement, c'est ce qu'on appelle un traitement discriminatoire, c'est-à-dire une violation du principe d'égalité, autre droit de l'homme qui nous concerne tous, l'un des principes, des premiers droits de l'homme, hein, celui qu'on voit au frontispice de la déclaration de 1789, liberté, égalité, et bien évidemment qui ne concerne qu'une certaine catégorie de personnes, les enfants des quartiers populaires, qui sont harcelés devant les halls d'immeubles en permanence, et qui ne concerne pas les enfants des centres-villes. Et quand on est dans un centre-ville, au Halles par exemple, on voit que seuls certains vont être visés par ces contrôles d'identité,
à raison de leur couleur de peau ou de leur visage, c'est ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, pour lesquels la France a été condamnée récemment. Il y a eu une responsabilité de la France qui a été reconnue par la Cour de cassation. Il y a quand même des possibilités judiciaires. Mais toujours est-il qu'effectivement, ça nous concerne tous. Pas uniquement cet enfant qui va être contrôlé du matin au soir, mais également l'enseignante que vous êtes, qui va avoir des difficultés à pouvoir faire comprendre à un enfant qui est déjà traumatisé par ces contrôles successifs ce qu'elle doit lui apprendre. Mais également ceux qui voient ça, ceux qui s'arrêtent dans la rue, au hall, et qui voient que moi, quand je marche, je ne suis pas contrôlé. Lui, il est contrôlé systématiquement. Qu'est-ce qui fait que je suis différent de lui ? C'est un autre droit de l'homme. Et effectivement, la France a eu beaucoup de mal à reconnaître qu'il y a des contrôles aux faciès. Elle a même été jusqu'en Cour de cassation en disant « c'est normal, les contrôles aux faciès, parce que le comportement de ces jeunes n'est pas normal. Avoir une capuche sur la tête, c'est déjà un indice de délinquance, et c'est la raison pour laquelle on les contrôle. C'est ce qu'a dit l'État dans les mémoires ou dans les conclusions qui ont été déposées devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation. Imaginez le fait que l'État assume cette discrimination terrifiante. C'est du racisme, enfin, c'est même plus qu'une discrimination, c'est du racisme d'État, effectivement. J'ai entendu également Tarnac, et effectivement, dans Tarnac, on a autre chose, on a des militants qui sont visés judiciairement. Là, il s'agit d'un autre aspect. En tout cas, c'est une instrumentalisation de la justice par le politique qui a voulu stigmatiser une minorité politique. Et là, on parle d'une liberté qui est fondamentale. C'est la liberté d'expression collective ou la liberté d'expression de ses opinions politiques. Et bien évidemment, il y en a plusieurs, de manière collective. Il y a le droit de manifester. Il y a le droit d'être dans un village, à Tarnac par exemple, et de pouvoir écrire ce que l'on a envie d'écrire, ou se réunir et envisager l'avenir comme on le souhaite. Mais il y a effectivement l'État qui a décidé à un moment de stigmatiser ces personnes, de les arrêter et de les considérer. Et là, on a un autre mécanisme qui vise à réduire ces libertés publiques par l'intermédiaire du monde judiciaire. On a le terrorisme. Effectivement, on a considéré, et aujourd'hui on sait que c'était strictement n'importe quoi puisque la justice a tranché, définitivement, ces jeunes-là étaient tout sauf des terroristes et n'avaient aucun projet terroriste. Ça a été dit, mais au début, rappelez-vous, la volonté de montrer que l'extrême gauche, la gauche radicale, cette nouvelle gauche radicale qui est en train de se créer et qui veut saper le pouvoir, était terroriste. On se rend compte que c'était une construction politique avec une instrumentalisation du judiciaire par l'intermédiaire du parquet, qui est la cheville ouvrière entre le politique et le judiciaire. Là aussi, un droit de l'homme, celui de pouvoir exprimer comme on le souhaite ses opinions, sans être inquiété par la justice. Là encore, une déclinaison, ça peut concerner n'importe qui, monsieur. N'importe qui. Mes enfants, vos enfants, vous-même, parce qu'à n'importe quel moment, aujourd'hui, il y a une extension du domaine du terrorisme. Le mécanisme du terrorisme, je vais en reparler par rapport à la dictature de l'émotion, mais c'est effectivement un mécanisme qui a permis d'étendre une restriction des libertés d'une certaine catégorie de population vers l'intégralité de la population française. Nous sommes tous aujourd'hui concernés. J'y reviendrai. L'affaire de Bure. Là aussi, une affaire qui concerne une liberté d'exprimer ses opinions ou de contester un projet, tout simplement. Un projet qui peut être contestable ou pas. Le projet d'enfouir des déchets nucléaires sur un territoire qui est déjà paupérisé. C'est-à-dire de faire de ce territoire une poubelle nucléaire de la République française. Et il y a des personnes qui s'expriment collectivement, qui viennent et qui disent « on n'est pas d'accord, on se pose là ». On est pacifiste, on le fait de manière pacifique, sans violence. On le fait par la voie de recours judiciaire. Il y a un avocat qui s'appelle Étienne Ambroselli, à Bure, qui était là, qui passe ses nuits et ses jours à contester les déclarations, le projet d'enfouissement des déchets, et qui a été, je vous le donne dans le mille, interpellé, un avocat, mis en examen. On a saisi ses ordinateurs dans lesquels il y a tous les fichiers des associations qui militent, des associations écolo qui militent. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir accès à ces données et pour également réprimer l'intégralité de ces mouvements-là.
On n'est pas en Russie, hein, on est en France. On a un juge d'instruction qui connaît cet avocat puisqu'il travaille en permanence face à lui en tant que juge correctionnel, puisque cet avocat vient défendre les militants de Bure devant ce juge, et qui est également juge d'instruction et qui décide de mettre en examen cet avocat en considérant qu'il fait partie d'une association de malfaiteurs. On n'est pas très loin aussi de l'idée de terrorisme. Donc oui, on est dans un état où on voit cette déliquescence, pas uniquement, et je vais essayer de schématiser, je réponds rapidement à vos questions, une autre application qui peut concerner n'importe qui. XR, Extinction Rebellion, qui est un mouvement de contestation écolo, un mouvement de contestation pacifiste. Vous avez tous vu ces images, ils décident de s'asseoir, et c'est tout. Ils attendent. Ils attendent. Et pourtant, on voit des policiers qui arrivent avec des gazeuses et qui leur gazent le visage à une distance qui n'est pas réglementaire, c'est-à-dire une illégalité. Je vais y venir également. Ces mécanismes d'illégalité se multiplient par l'État. Pas uniquement par les fonctionnaires de police, mais de manière générale par l'État et également par l'institution judiciaire. Donc oui, là aussi, quelque chose qui peut concerner n'importe qui. Ce sont vraiment, c'est des hippies, c'est des gens d'un pacifisme absolu qui essayent simplement de contester ou de dire au gouvernement « vous n'avez pas de moyens suffisants pour empêcher la catastrophe écolo à laquelle on va faire face ». Là aussi, une passivité, une vraie passivité. Et d'ailleurs, le droit à un environnement sain devrait intégrer pleinement, même si ça l'est déjà un petit peu avec la charte de l'environnement dans le bloc constitutionnel, devrait être, à mon sens, l'un aujourd'hui des piliers fondateurs des droits de l'homme. Et là, pour le coup, ça nous concerne absolument tous, et pas que les Français, pas que vous, tous sur Terre. Et là, on a une forme de mondialisation factuelle des droits de l'homme, parce qu'on est concernés tous, chaque jour, par l'avenir. Pas nous, à notre âge, déjà un peu, parce que ça a déjà commencé, mais nos enfants encore plus, parce qu'ils ne pourront pas forcément vivre dans un monde où il fera 50 degrés en permanence. La dictature de l'émotion. La dictature de l'émotion, c'est plutôt un prétexte ou un moyen. Donc je vais en parler un petit peu. Mais effectivement, ce qui s'est passé après Charlie Hebdo, c'est pas une dictature de l'émotion, il y a une émotion naturelle. C'est normal que la population française soit plus qu'émue et choquée par ce qui s'est passé. On a visé des journalistes, on les a tués, avec une idéologie totalitaire, en raison d'une idéologie totalitaire, donc il est normal que nous soyons tous choqués, tous, et qu'on se soit tous réunis spontanément à un moment donné, 1 million de personnes. Après, l'instrumentalisation idéologique par le politique, c'est autre chose. Nous sommes tous Charlie, peut interroger. Est-ce qu'il n'y a pas eu une instrumentalisation d'un événement grave, traumatisant pour toute la population française, pour justement essayer, pour le pouvoir, et là je parle du pouvoir, d'instaurer autre chose, d'utiliser à des fins opportunistes, et là, à mon sens, il y a eu un opportunisme politique, et je vais en venir au mécanisme du pouvoir. Instrumentaliser cette émotion, créer l'état d'urgence, c'est une question que tous se sont posés, les députés, quand ils ont voté au Congrès à Versailles l'état d'urgence, je pense que tous les députés se sont posé la question de savoir s'ils devaient voter l'état d'urgence. Et la plupart l'ont voté. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient, je pense, pour la plupart se disaient qu'il y avait une menace terrifiante qui nécessitait cet état d'urgence. Il fallait qu'on réagisse à cette menace qui pouvait se poursuivre. Il y en avait même qui se disaient, c'est pas forcément la bonne méthode, mais peut-être qu'on rentre dans une nouvelle ère, et si moi, député, je ne le vote pas maintenant, je ne serai pas crédible par la suite pour contester les mesures de l'état d'urgence ou la pérennisation de l'état d'urgence. Beaucoup de gens ont voté justement pour essayer de contester les mesures à venir. La problématique de l'état d'urgence, ça je vous renvoie à un philosophe qui l'a écrit, documenté bien avant l'état d'urgence, en tout cas celui de 2015, à Giorgio Agamben. Le principe de l'état d'exception, et l'état d'urgence est un état d'exception, c'est qu'il devient forcément l'état de droit commun par la suite. L'état d'urgence se pérennise. Et pour cause, nous en avons eu la démonstration absolue l'année dernière, avec l'intégration des dispositifs, de l'essentiel des dispositions de l'état d'urgence, dans le droit commun avec la loi SILT.
et la volonté par la suite, avec la loi anti-casseurs, de finaliser, de boucler le dispositif de l'état d'urgence dans le droit commun. On peut se dire, oui, mais bon, c'est pas pour nous, c'est pour les terroristes. On peut se dire ça. Mais je vais vous développer et vous montrer comment est-ce qu'on est parti de ces mécanismes, notamment les mécanismes de lutte contre le terrorisme, pour appliquer et pour faire une extension de la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le citoyen. À moins qu'on refasse un tour, mais impunité de la population, impunité de la police. Bon, c'est un de mes sujets. Non, mais c'est intéressant comme lapsus. Parce que ça commence en 2002. La politique sécuritaire. Aujourd'hui, on n'est plus dans une politique sécuritaire, on est dans une politique autoritaire. Je dis le mot, je ne mâche pas mes mots parce que c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Ça a commencé par une politique sécuritaire et ça n'a pas commencé par Sarkozy. Non, ça a commencé par un gouvernement socialiste. Le gouvernement Jospin. Parce que, à la fin de la mandature, en 2002, après l'apogée, je pense que c'est l'un des apogées, pas forcément volontaire, mais c'est l'un des apogées de la législation de droit pénal et de procédure pénale, avec les lois Guigou, qui est un parangon de vertu légale, où on a pratiquement on a la législation interne en procédure pénale, donc je parle de procès équitable, de la façon dont les gens sont jugés correctement, devant quel juge, dans quel délai, sur la détention provisoire. On a quelque chose qui se rapproche de la Convention européenne des droits de l'homme. Et après, eh bien, depuis 2002, depuis ces lois Guigou, on a une chute terrifiante. Mais ça n'a pas commencé avec le gouvernement Sarkozy, ça a commencé avant les élections. Pourquoi ? Je crois que c'était, je ne sais plus qui était ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant. Et ministre de la Justice, c'est ça aussi. Juste après Guigou, il y en a eu un autre, non ? C'était le Branchu. Oui. On a eu un texte qui s'est adapté à ce que les politiques, ce que le gouvernement Jospin commençait à percevoir, c'est-à-dire l'ère du temps de la perception sécuritaire qui avait commencé à se disséminer et se diffuser dans les esprits, oui, par Sarkozy, puisque c'était son programme, c'est là-dessus qu'il a fait son programme essentiellement. Il a fait un tour de magie incroyable, il a fait croire à l'intégralité des Français qu'ils étaient dans l'insécurité en permanence. Et bien évidemment, en prévision des élections, le gouvernement de Jospin a commencé à rétrograder la procédure pénale avec des textes qui étaient déjà plus rétrogrades. Ça a commencé à ce moment-là. Et la problématique, effectivement, c'est que le législateur, en matière de procédure, de justice, de droits de l'homme, s'adapte trop souvent non pas à l'opinion, mais à la perception qu'on essaie d'insuffler à l'opinion. Et ça, c'est radicalement différent. Et la question aujourd'hui, c'est comment on renverse ce paradigme. Comment on considère que les droits de l'homme, c'est la base de tout. Sans les droits de l'homme, il n'y a rien d'autre. Et c'est pas moi qui invente, 1789, la Déclaration des droits de l'homme, la Première République, qui arrive après, elle est fondée sur une déclaration des droits de l'homme. Alors certes, ça n'est qu'une déclaration. Ça a un caractère performatif, ça n'est qu'une déclaration, mais c'est là-dessus que ça commence. 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, après la Seconde Guerre mondiale, après une deuxième crise entre les États-nations, cette fois, les Nations Unies, toutes les nations, et l'homme. La première, c'était entre le souverain et l'homme. La deuxième, 1948, c'est entre les Nations Unies et l'homme. Et on a une autre Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, à chaque fois qu'il y a un pacte social qui doit être fait entre les gouvernants et les citoyens ou les êtres humains de manière générale, toute la question c'est de savoir si les droits de l'homme doivent s'appliquer aux citoyens ou à l'humain au sujet de droit, ça c'est une question importante. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on peut créer un édifice étatique. Il ne peut pas y avoir de dirigeants, il ne peut pas y avoir de gouvernement sans droits de l'homme. Les deux vont de pair. L'ordre public, c'est-à-dire l'ordre social, et les droits de l'homme, et sont finalement les deux piliers de l'État et des citoyens. En réalité, je pense que si on devait donner une définition de l'État, c'est pratiquement impossible.
la plupart... Alors beaucoup ont essayé de donner des définitions, vous en avez donné une tout à l'heure. Max Weber qui considère que l'État, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. Bourdieu va rajouter, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime et de la violence symbolique légitime. D'autres diront, il n'y a pas de définition à l'État. C'est pas possible de donner une définition à l'État. Mais effectivement, pour moi, c'est une vision subjective. Il n'y a pas forcément de définition, il y a juste une confrontation. Elle est dynamique, la définition de l'État. C'est un rapport de force permanent entre plein de gens et entre l'ordre public, ceux qui veulent instaurer cet ordre social et le maintenir. Et ce n'est pas une chose négative. Hein. Encore faut-il savoir comment maintenir cet ordre public. Et les droits de l'homme, c'est-à-dire ceux qui protègent, les garanties qui protègent les citoyens face à l'État. L'impunité policière. Parce que, effectivement, on est parti d'une politique de répression en 2002, et on est allé avec Sarkozy, puis le gouvernement Hollande. Le gouvernement Hollande, il a fait beaucoup de mal en termes de liberté publique. Peut-être plus de mal que le gouvernement Sarkozy. Pour 2 raisons. L'état d'urgence. Effectivement, l'état d'urgence, ça pouvait se justifier à un moment donné. Mais l'état d'urgence, c'est un état dans l'urgence. Et à partir du moment où on le conserve pendant 17 mois, 18 mois, ça n'est plus un état d'urgence, c'est un état permanent pratiquement. Pourquoi ? Non, on est allé au Sénat. On est allé expliquer aux sénateurs qu'il fallait arrêter à chaque renouvellement l'état d'urgence parce que ça sapait les fondements de la crédibilité du gouvernant par rapport à des personnes qui étaient stigmatisées. Je vais vous dire la réalité de l'état d'urgence. Vous n'étiez pas concerné peut-être, monsieur ? Excusez-moi, je vous ai pris comme... Mais je sais que vous vous sentiez parfaitement concerné. J'en suis même infiniment persuadé. En tout cas, j'espère que vous le serez à la fin de cet exposé. Ça a concerné une population bien précise. Ça a concerné les musulmans. Et pratiquement exclusivement les musulmans. Il y a eu effectivement une population de militants écolos, c'est souvent le cas, qui a été visée pendant la COP21. On a dit, on va utiliser l'état d'urgence pour assigner à résidence et perquisitionner ces militants qui vont foutre le boxon pendant la COP21. Le problème, c'est que l'état d'urgence avait été édifié pourquoi ? Pour faire face à la menace terroriste, même si ce n'était pas très clair dans le texte. Et on l'a utilisé contre des militants de la COP21 en disant quoi ? Et c'est le Conseil d'État qui le dit. Le Conseil d'État, c'est une autre problématique. Je vais vous parler du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État a dit quoi ? Tu me dis si je dérape. Tu m'arrêtes. L'état d'urgence a visé d'abord des militants de la COP21 en disant je peux assigner à résidence. Le Conseil d'État a dit vous avez le droit, vous, État, d'envoyer, de prendre une décision administrative. Parce que le premier mécanisme de l'état d'urgence, mécanisme important, c'est qu'on transfère un pouvoir qui normalement appartient à l'autorité judiciaire, un juge judiciaire qui est le garant des libertés individuelles dans la Constitution, à qui ? À un préfet, à l'État. C'est-à-dire qu'on transfère une protection minimale, la possibilité de ne pas être embêté chez soi à 6 heures du matin, voir sa porte fracassée par des fonctionnaires du GIGN, voir ses enfants réveillés à 6 heures du matin, voir ses enfants se voir braqués par des policiers, mis au sol, face contre terre, sans aucune raison, parce que les critères de l'assignation à résidence ou de la perquisition sont complètement fantasques, pour la plupart des gens qui ont été assignés à résidence ou perquisitionnés. Et le Conseil d'État a dit, on peut l'utiliser pour des militants écolos parce qu'on a besoin de toutes les forces pour lutter contre le terrorisme. Donc, on va pas gâcher les forces. Hein. Et comme ces militants ils vont foutre le boxon, on va les laisser chez eux pendant qu'on lutte contre le terrorisme. Donc vous avez le droit d'utiliser les assignations à résidence pendant que nous, on s'occupe des terroristes. Voilà le raisonnement du Conseil d'État. Ça ne concerne pas donc que les terroristes, hein, ça concerne également les militants qui voulaient militer pour le climat. Et puis, ça a concerné une autre population. Et elle a été vraiment à 95% concernée. Et elle n'a pas été indemnisée hier ou avant-hier. Il y a eu une décision du Conseil d'État qui a donné 3 000 € à une des personnes qui a été assignée à résidence, qui a perdu son boulot, qui a perdu sa société, qui a tout perdu, sans aucune raison, ça a été reconnu. Mais qui on a assigné à résidence ? Des personnes de confession musulmane. Pourquoi est-ce qu'on les a assignés à résidence ? Parce qu'ils étaient de confession musulmane. Sans autre raison. Et là, on parle du principe d'égalité par rapport à sa confession.
Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Ben, c'est peut-être parce qu'ils étaient un peu radicalisés, islamistes, tout ce que vous voulez, qu'ils allaient devenir terroristes. C'est cette petite musique qu'on a entendue pendant très longtemps, qu'on entendait même devant le Conseil d'État, avec le ministère de l'Intérieur qui venait par son représentant dire il y a une continuité entre la religion, une pratique religieuse particulière, et le terrorisme. Ça n'a jamais été démontré par quoi que ce soit, hein, mais c'est comme ça. Donc on a parlé des salafistes quiétistes, des gens qui... de tout, des tablighs. Enfin, il parlait de ceux dont il ne connaissait même pas l'existence quelques mois auparavant. Hein. Et il faisait un mélange total. Et en fait, en réalité, c'était quoi l'état d'urgence? Ça va vous rappeler de mauvais jours peut-être, mais de cette histoire de France. C'était des voisins qui balançaient leurs voisins parce que elle commençait à mettre le voile, ou parce que le mari commençait à mettre le camis, ou bien parce qu'ils avaient, ou bien des imams dans certaines mosquées, qui étaient d'ailleurs les sources principales du ministère de l'Intérieur, qui donnaient telle personne, ou qui donnaient une liste de personnes qui avaient par exemple changé de mosquée, qui étaient allées dans la mosquée concurrente, ça déplaisait. Et donc, ou bien un employeur, Veolia, qui balançait un employé qui avait des problèmes psychologiques et dont on pouvait soupçonner qu'il allait empoisonner l'eau et la source d'eau de Veolia. J'ai eu une personne qui avait été victime d'un accident du travail dans son usine, qui avait vu son collègue de travail écrasé par une machine, et il faisait aussi du tir sportif. Alors, il n'était pas particulièrement religieux. En revanche, il avait un nom à consonance musulmane ou arabe. Et on l'a assigné à résidence, et on a été obligé de contester cette assignation à résidence. On avait des gens qui venaient nous dire « mais si, c'est dangereux, il est dangereux ». Et donc vous avez effectivement la notion de dangerosité qui apparaît, cette notion qui est un autre mécanisme pour réduire la liberté publique, c'est-à-dire la logique du soupçon. Sauf que là, pendant l'état d'urgence, cette logique du soupçon, elle a été utilisée contre des personnes parce qu'ils étaient musulmans, et uniquement parce qu'ils étaient musulmans. À ce jour, la plupart des personnes qui ont été assignées à résidence ont été laissées tranquilles et n'ont strictement aucun lien avec la menace terroriste. Merci beaucoup pour cette capacité, quelle gymnastique, à répondre et à répondre à tout le monde. Bon, désolé pour le point d'appui dont tu as bien voulu toi-même dès le début jouer ce rôle. Mais c'est bien parce que c'est par ce biais-là qu'il se pose. Peut-être que pendant que vous réfléchissez peut-être à quelques questions, interventions, je vais me permettre une ou deux remarques. D'abord, parce qu'on a parlé de l'état d'urgence, c'est que j'ai été directement concerné à ce moment-là. Et si j'ai voté contre à l'Assemblée nationale, je voudrais quand même expliquer pourquoi je l'ai fait. Parce que, et vous expliquer aussi pourquoi, bien sûr, je peux comprendre ce qui s'est passé dans la tête de quelques parlementaires, vu le moment, et y compris vu ce sentiment de vouloir être légitime après. Mais je vais vous raconter une anecdote plus vivante pour vous éviter des grandes réflexions théoriques, y compris que certaines, que parfois je n'ai eu qu'après. Mais j'avais l'intuition profonde et le sentiment bien réfléchi en même temps que ce qu'il se passait à ce moment-là, après les attentats, nous amènerait très loin et que cette parenthèse ouverte par le président de la République de l'époque ne se fermerait pas. C'est les mots que j'avais employés à l'époque pour justifier de ne pas voter cet état d'urgence. Il faut se rappeler qu'au lendemain de cet état d'urgence, nous sommes convoqués au Congrès, dans tout ce que ça a de cette symbolique royale d'un exécutif qui surplombe la démocratie et qui dit ce qu'il doit être, alors que le moment doit être d'abord un moment de recueil de deuil, mais aussi un moment où on se tourne vers la société. Non pas pour la mettre en assignation et lui dire ce qu'il faut faire, en mettant des cliquets sécuritaires partout pour lui faire peur et nourrir cette peur. Mais il fallait que ça sorte de la société. Donc il fallait demander au moins à ces représentants de la société ce qu'ils en pensent, les parlementaires, plutôt que de leur dire « mettez-vous en rang, telle une soldatesque, et approuvez ces mesures ». Lesquelles ? Il faut les écouter, telles qu'elles sont annoncées dans le discours de François Hollande à l'époque. Armement des policiers, c'est le début, on le voit quelques années après, de la légitime défense des policiers, le droit de tirer, le droit de tuer, je dirais, par provocation. C'est plus compliqué que ça, je dis ça sous le contrôle d'un avocat. Mais voilà ce qu'il propose. Il propose la déchéance de nationalité et il propose l'état d'urgence. Dans le même bloc, c'est un bloc qu'il propose. C'est-à-dire qu'il reprend lui-même l'argumentaire de l'extrême droite française.
Et il en fait un bloc cohérent. Ce sera indélébile. Et on sera incapable de sortir de cette période-là dès lors que ce discours a été prononcé et que la mécanique infernale s'est enclenchée. Et le pire, c'est que quand on contestait ou qu'on émettait des doutes sur ce qui était en train d'être dit et d'être mis en place, alors on était décrétés comme des ennemis de la nation. Nous, représentants de la nation, qui avions pourtant droit à ce titre, c'était notre responsabilité d'émettre justement des doutes. Or, de quoi s'agissait-il concrètement? C'est-à-dire de ce qui, dans le combat qui semblait être opposé aux valeurs fondamentales de la République par des gens qui venaient assassiner, de répondre avec nos armes, pas avec les leurs. Vous vous rappelez de cette dialectique? Est-ce qu'on répond par plus de démocratie ou moins de démocratie? C'est ce qui s'était passé en Norvège en 2011, je crois. Bref. Pardon 2011. Où le Premier ministre avait dit, à la suite de l'attentat commis par un militant d'extrême droite, je répondrai aux terroristes par encore plus de démocratie et encore plus de liberté. J'ai pas le sentiment qu'en Norvège, il se soit mal tiré d'affaire. J'ai plutôt l'impression que les débats démocratiques, la société continue à vivre et qu'ils ne sont pas figés dans la peur. Or, figer une société fait peur et fait faire des bêtises. Toutes ces bêtises que l'on voit par la suite et sur lesquelles des journalistes, des intellectuels, des avocats commencent à se mobiliser et à s'inquiéter. Je vous raconte une deuxième anecdote parce que c'était ce jour du congrès. Quand il a fini son discours, tout le monde s'est levé. J'ai pas pu. Et j'ai eu peur. Je me suis senti, là c'est intuitif, ce n'est pas une, je veux pas, mais je vais vous dire ce que j'ai senti au plus profond d'un moment qui était difficile parce qu'il y avait des morts à la clé. Tout le monde s'est levé et j'ai vu Marion Maréchal Le Pen. Et j'ai vu tout cela se lever et applaudir de la même façon que mes camarades à côté. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. D'une certaine façon, sentant moi-même perdre mes repères, j'ai voulu récupérer les miens et je me suis donc préservé de cette dérive-là. Avec un doute, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Malheureusement, la suite a donné raison à toutes celles et ceux qui ont émis des doutes. Quel qu'a été leur vote à ce moment-là? Hélas. En 1938, Daladier fait un certain nombre de décrets-lois qui mobilise déjà des journalistes, la Ligue des droits de l'homme, Magdeleine Paz, qui est à la fois journaliste au Populaire et qui aussi à la Ligue des droits de l'homme. C'est les premiers décrets-lois sur les migrants. À l'époque, on les appelle les proscrits. On les met dans des camps. Les premiers étrangers sont des réfugiés qui viennent d'Espagne. On a perdu la guerre en Espagne. Les républicains ont perdu. On n'a pas su les défendre. Personne n'est venu les aider. Tout ça, c'était des Français des années plus tard. Mais ils sont venus chez nous. Et lorsqu'ils sont venus chez nous, on les a enfermés dans des camps. Dans ces mêmes décrets-lois, les mêmes décrets-lois de 1938, dans le même paquet, il y a eu la restriction des droits économiques et sociaux, la restriction du droit de grève. On est revenu justement sur les congés payés que Blum et son gouvernement et le Front populaire avaient installés avant. Les mêmes décrets-lois, c'était un bloc. Dans les mêmes décrets-lois, à ce moment-là, on commence à organiser une sorte de définition de qui est bon citoyen, qui n'est pas bon citoyen. Et il n'y avait pas que les proscrits. Il y avait effectivement déjà tout ce qu'on appelait les partisans de l'humanité, les militants communistes et bien d'autres encore, dont certains commençaient déjà à demander l'interdiction. Au procès de Pétain, les avocats de Pétain ont défendu leurs clients et ont eu cette, comment dire, ce cynisme, mais parfaitement argumenté et étayé, qui consiste à dire que les premières années du régime, ils n'ont fait aucune loi. Ils se sont appuyés sur toutes les lois qui avaient été faites avant. Celles-ci même qui avaient été faites en 1938, alors que nous étions en Troisième République, et dans le régime républicain. Voilà pourquoi on est concerné. Parce que si demain, je réponds à la question qui a été posée dès le début, moi je ne me sens pas concerné en tant que citoyen, après tout je peux manifester, je peux marcher. Ce n'est qu'une illusion de vivre normalement, sur un coussin démocratique. En réalité, dans la période que nous vivons, parce que l'accident est possible, parce qu'il se peut que demain des gens ne votent plus forcément aussi mécaniquement pour contrer l'extrême droite, parce qu'ils n'ont plus confiance, parce que la crise... parce qu'il y a aussi des raisons de se méfier de la réponse d'en face, libérale, qui nourrit elle-même le monstre qui grandit. Il y a une grande fatigue démocratique. Et toute fatigue démocratique peut conduire à l'accident. S'il y a l'accident,
Imaginez la nature des pouvoirs autoritaires, je ne dis même pas d'extrême droite, mais encore plus autoritaires, et ils le sont de plus en plus. Quelle utilisation ferait-il de ces lois qui ont été votées pourtant au nom de la République et pour la défendre? Qui donc est l'ennemi véritable de la République? Celles et ceux qui cassent des abribus? Qui envoient des pavés sur des policiers? Ou celles et ceux qui font des lois pour la protéger officiellement, mais qui en vérité en détruisent ou en fragilisent les fondements tellement qu'à la fin, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et la défendre? Voilà la situation dans laquelle on peut se retrouver dans un laps de temps relativement court. Et la question qui nous est posée, c'est comment on peut sortir de cette période. C'est très difficile. Mais d'abord, il faut être en situation d'écouter quand des avocats, quand des lanceurs d'alerte, quand des journalistes et quand des militantes ou des militants sont eux-mêmes confrontés réellement à ces situations de remise en cause fondamentale des droits de l'homme et du citoyen, que lorsque ils interviennent, ce n'est pas par effet de prétoire, ce n'est pas par narcissisme médiatique, c'est parce qu'il se joue quelque chose de plus profond sur le ciment de notre société. Donc, comment fait-on? D'abord, on les écoute et ensuite, on essaye nous-mêmes, en tant que citoyennes et citoyens, de contester cela. De contester lorsqu'il y a des contrôles aux faciès, de contester lorsqu'il y a des empêchements à manifester. Lorsque l'on parlait tout à l'heure, par exemple, des écologistes qui ont été arrêtés en 2015 lors de la marche du climat, c'est pas tant en vérité parce qu'ils étaient soupçonnés de pouvoir faire des attentats, c'est parce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on a justifié que la police et le devoir de police supplantaient toutes les autres missions de la République. Donc, puisqu'il faut lutter contre le terrorisme, laissez-nous faire un travail contre le terrorisme et taisez-vous. Ne manifestez pas, parce qu'il y a un risque terroriste. Et donc, c'est encore une fois de plus l'assignation à résidence de la société. On ne cherche plus à la mobiliser, on ne se tourne plus vers elle pour se retourner. Au contraire, on l'étouffe, on lui fait peur. Voilà le risque. Et ça cultive beaucoup de choses, ça. C'est en germe. Et ça construit de la désillusion, de la défaite, de la résignation, du renoncement. Et c'est sans doute pour ça que ce moment-là peut être tragique. Pourquoi nous avons choisi à Politis d'inviter quelqu'un qui défend au concret, dans la mécanique judiciaire, dans des victimes, c'est-à-dire des individus, des citoyens concernés directement par ce rapport inégalitaire et injuste entre la capacité de l'État de plus en plus rétrécie sur sa dimension répressive, parce que ce qui se joue après concrètement, justement, c'est là, dans ces interstices de vie, où il y a des gens, des hommes et des femmes, qui brutalement se retrouvent totalement expulsés du chemin normal d'une citoyenneté, sans avoir compris exactement pourquoi. Mais tout ça fabrique le pire et nourrit le monstre que l'on est censé combattre. Lorsque l'on a dit à des gens, à des jeunes gens, qu'on allait les déchoir de leur nationalité, qu'est-ce qui s'est produit juste après? La petite musique qui s'est installée dans la tête de nombreux Français, c'est, tu vois, ils veulent pas de toi. Tu vois, hein? Décidément, ils veulent pas de toi. Ce décidément, ils veulent pas de toi, il fait des dégâts terribles. Et c'est ça qui produit cette fameuse radicalisation dont on peut parler. Quand dans le même temps, on va supprimer des éducateurs, qui sont les vigies, parce qu'il n'y a pas que les imams qui disent ce qui se passe, il y a des éducateurs de rue, il y a des travailleurs sociaux. Tout ça est une mécanique incroyablement folle, qui déraisonne, qui ne réfléchit plus, qui ne s'intéresse plus au sens commun d'une république. C'est en ce sens que ce sujet-là, dans ce Festival des idées aujourd'hui, il a une importance. Parce que mon intime conviction, et je veux volontiers avoir votre retour là-dessus, et que Arié puisse y répondre, et vous répondre en conclusion à vous toutes et tous, c'est que il y a aussi de notre part une responsabilité de dire, de s'engager dans des journaux, lisez-les, abonnez-vous, dans des organisations de défense des droits de l'homme, dans des collectifs de citoyens qui s'organisent justement ici ou là pour avoir le droit de rêver, c'est bure, pour avoir le droit de dire une contestation, bref, d'exprimer pleinement sa citoyenneté, ou pas, mais en tout cas d'être libre de pouvoir le faire. Et de le faire d'autant plus que, encore une fois, ce glissement, c'est un mouvement général, ce n'est pas que français. Encore, si encore nous avions ce malheur de penser qu'il y a un mauvais moment français. Mais il est hongrois, il est italien, vous avez vu Vox en Espagne, il est aux États-Unis implanté depuis longtemps, il est, je l'ai dit tout à l'heure, en Inde, etc. C'est un mouvement mondial. Il y a donc une responsabilité éminente de celles et ceux qui se veulent des démocrates, qu'ils se situent du camp de la gauche dont moi je procède, mais ou pas.
Il y avait des camps du libéralisme au sens politique du terme, plutôt de la droite, qui sont exprimés en faveur des droits et des libertés ces derniers temps. La responsabilité première, c'est, puisqu'il s'agit d'un festival des idées, d'unir et de réunir des intelligences et des bonnes volontés, de le faire au moins sur cette question-là. Après tout, les chapelles ne se mettront pas d'accord. Il y a encore une imbécilité manifestement d'épicerie qui traîne. Encore trop. On défend sa petite chapelle, on défend son petit truc, on défend son petit magasin, on défend sa petite couleur, son petit parti, son petit truc. Bon, pour l'instant, c'est difficile de faire bouger tout ça, mais il y a au moins la possibilité de réunir des consciences dans ces partis, dans ces mouvements, partout, sur ces grands sujets, sur ces grandes questions qui nous surplombent. Ça vaut évidemment pour l'égalité sociale, ça vaut pour les droits de l'homme et du citoyen, il y a d'autres sujets sur lesquels ça vaut. Voilà, à mon avis, pourquoi il faudrait que l'on ressorte de cette, si vous le voulez bien, de cette réunion, avec quelques idées sur comment on peut revenir sur ces mesures. Est-ce que c'est encore possible? Là, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'il y a une mécanique que l'on peut inverser? Et à vous, comment vous voyez votre rôle? Je vous la pose la question. Comment vous vous situez dans ce moment-là? Car on se réunit, on se plaint, on s'inquiète, on se fait du bien, mais il y a en chacun de nous une responsabilité essentielle. Je ne me sens pas forcément concerné. Et en fait, je lui dirais en fait qu'a priori, et ça va vous paraître étrange, moi aussi, je ne suis pas directement concerné, parce que je ne me sens pas, en fin de compte, particulièrement visé. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai un certain nombre de codes, et je suis en fin de compte dans une société, et dans ces sociétés-là, j'agis avec les moyens qui sont les miens, j'ai en fait une façon d'être, une façon de me parler, qui fait, ça c'est pour parler de madame la professeure dans le 93, parce que moi aussi je suis du 93 et je ne suis pas du tout concerné par ce que vous évoquez. Voilà. Donc c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce qui est vrai, et c'est ce que vous avez très bien formulé tout à l'heure, c'est qu'en fait la perte de liberté publique, en fait toutes les stratégies développées visent un certain nombre de personnes qui sont exogènes, qui sont en dehors en fin de compte d'un standard ou d'une norme et qui sont plus ou moins perçues comme un danger. Ça c'est vrai. Ce que je voulais dire aussi, et ça vous n'en avez pas parlé par contre, c'est la sophistication en fin de compte, des dispositifs qui sont élaborés en termes policiers, mais en termes administratifs, en termes juridiques, mais aussi en termes architecturaux et urbanistiques. Ça c'est un peu ma matière, pour en fin de compte augmenter ces dispositifs et les rendre beaucoup plus performants. Je parlerai en fin de compte, c'est un exemple du panopticon que vous devez connaître, développé par Jérémy Bentham, philosophe. Allô, le panopticon. Plutôt pas. Pour faire simple, en fin de compte, c'est un dispositif en fait qui est une tour. Pardon. Oui, Bentham. Ça a été repris par Foucault, mais en fait c'est sur l'idée de contrôle. Bon, tout ça, vous connaissez bien ces thématiques-là, mais l'exemple c'est pour nourrir en fin de compte un autre exemple, qui est en fin de compte avoir un dispositif central, qui est un lieu carcéral. En fait, c'est une tour dans laquelle, en fin de compte, il y a un point de surveillance de toutes les ailes dans lesquelles sont des prisonniers. Les prisonniers, je ne juge pas, ils sont là pour une raison. Voilà. Le principe, c'est que les surveillants peuvent surveiller, en fin de compte, les prisonniers, mais la subtilité, c'est que les prisonniers ne savent pas quand est-ce que les surveillants les regardent et les voient et les surveillent. Donc ils sont sous un contrôle, en fin de compte, absolu et continu, nuit et jour. Ils ne savent pas quand est-ce que les surveillants sont là. La lumière est toujours allumée. Il n'y a pas très longtemps, et ça c'est pour rebondir, il y a un autre dispositif, c'est sur cette sophistication, qui est que, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur, qui a demandé à ce que tous les demandeurs d'hébergement, en fait la liste des demandeurs d'hébergement, soit transmise aux institutions policières. Voilà. C'est ça la sophistication administrative. Et là, par contre, on sent qu'en fin de compte, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place et qui vont dans le même sens, et que ça peut concerner à un moment donné d'autres personnes. Donc là, c'est une population, entre guillemets, exogène, en dehors du système, pour faire simple. Mais ce que vous avez très bien formulé, c'est qu'à un moment donné, en fin de compte, c'est en dehors du système, nous rattrapera tous. Voilà. Et le vrai danger, à mon sens, il est là, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des personnes qui vont profiter de ce qui a été mis en place actuellement. Ils n'auront pas beaucoup d'efforts à faire. Tout est mis en place, administratif, l'informatique est là pour. Et là, ils auront toute la liste, le nom des personnes, leur origine. Et là, par contre, ce sera parti. Et là, c'est un vrai danger. Alors là, je reprends ma casquette de modérateur. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais c'était un sujet qui me portait beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vous propose quelques questions encore. Et la oui, bien sûr, quelques questions encore de votre part. Moi, je vais me taire et laisser ensuite
Ariel Halimi conclure et cette deuxième phase de questions et surtout la séance de réflexion générale. Donc je prends 4-5 questions, si vous voulez bien, enfin plus s'il y en a, mais ne tardons pas, on a 20 minutes en tout. Oui, je fais rapide. Je voudrais intervenir après ce que vous avez dit, monsieur. Vous dites que vous semblez à l'abri du risque d'être malmené par la police, je résume. Parce que vous avez les codes, parce que vous êtes dans le moule. Il se trouve que ma fille est dans le moule, elle est très bien intégrée, travaille à Paris, dans la culture. Elle est allée avec des amis au rassemblement du 1er mai. Tradition, bon. Ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés devant les grilles de la Pitié-Salpêtrière et devant, ils avaient les casquets, comme elle m'a dit, je ne sais plus comment elle les appelle, et derrière les canons à eau. Elle était avec ses petites bottines, son foulard, enfin son sac à main. Elle est sur une photo qui est parue sur le site de Libé. Hein. Je l'ai bien identifiée, on la voit bien. Et ses copines avec elle, c'était des gens très bien sous tout rapport. Ils se sont trouvés coincés à la Salpêtrière. Elle a eu la chance de ne pas être sur l'escalier, mais dessous. Et il y a aussi une photo où elle sort avec les autres, les bras en l'air. Ses copains hommes ont reçu des coups de matraque. Certains ont été mis en examen. Un n'a pas voulu donner ses empreintes. Il a été gardé à vue, je ne sais plus quelle durée. Mais d'ailleurs, dans Politis, vous avez publié un courrier d'un lecteur qui racontait exactement, je pense qu'il était dans ce groupe. Je trouve qu'il y a eu peu de réactions. Le rassemblement du 1er mai, c'est une tradition intouchable. Ils n'allaient rien casser, ce n'étaient pas des casseurs. Elle s'est trouvée là-dedans, comme elle dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ses amis lui ont dit, tu devrais aller voir, il y a un collectif qui s'est monté, je ne sais pas si ça continue, les mardis soirs, mais elle s'est aperçue, elle y est allée une fois, que évidemment c'était des petits jeunes, des lycéens et tout, qui avaient été fichés, qui avaient pris des coups sérieux et tout, et elle s'est dit, moi, après tout, j'ai pas pris de coups. Je suis rentrée chez moi après, bon, je ne sais pas si elle retournera manifester. Donc on réduit insidieusement nos droits. Nous, on manifestait ici à Nevers, tranquillement, mais Paris doit servir d'exemple pour faire peur. Parce qu'ici, je ne me suis pas vantée de ce qui était arrivé à ma fille, je vais vous dire pourquoi. Les personnes autour, ma famille même, disaient « Oh là là, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris, mais il y a encore eu des casseurs. » Ils l'ont bien cherché. Et ça fait mal. Maintenant, l'opinion publique cautionne. C'est au nom de la sécurité de tous. Oui, c'est au niveau juridique. Là, on prend un axe. Vous avez pris un axe, celui des privations des libertés, de manifester, des choses comme ça. Mais en tant que j'ai travaillé dans le cadre juridique pendant plusieurs années dans le monde universitaire, et il y a quelques années, l'ancien gouvernement s'est attaqué au Code du travail et on a démoli un principe qui était la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'on met les lois, le règlement, les décrets, et il y a une structure. Il y a la petite loi, la grande loi et la loi moyenne, schématiquement. Et on n'est pas, ça c'est pour, je vais essayer de caractériser, on ne détricote pas la France en ce moment. On est en train de démolir, je voudrais insister, témoigner là-dessus, c'est pour ça que je parle, on est en train de démolir la structure juridique et constitutionnelle de notre pays. Donc là, l'atteinte sur les libertés fondamentales, il est visible. Mais le détricotage du Code du travail, on s'est attaqué au monde du travail, des travailleurs, c'est quand même très grave. Et en résumé, je vais vous tendre la perche, et le titre de la réunion de votre carte blanche, c'était « Menaces sur les libertés publiques ». Comment vous pourriez qualifier les menaces, sinon étatiques? Je suis méchante, hein, je caricature. Alors, qui n'a pas pris quelqu'un voulait prendre la parole là-bas? Oui, monsieur. Oui, vous nous avez dit que vous alliez nous parler du Conseil d'État. Je voulais savoir un peu quelle est l'idéologie qui préside un peu dans cet organisme. Alors, je vais vous parler du Conseil d'État, mais surtout de l'État, pour conclure, et savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir, puisqu'effectivement, il y a une menace sur, non pas que les libertés fondamentales, mais de manière générale, sur les outils qui portent
ces libertés fondamentales, c'est-à-dire la Constitution, les outils fondamentaux. Vous venez d'évoquer par exemple le principe de protection des travailleurs qui consiste à toujours privilégier la norme la plus favorable aux travailleurs sur la norme la moins favorable aux travailleurs et qui a été remise en cause dans les lois El Khomri. On est d'accord. Ce sont des mécanismes fondamentaux. La déchéance de nationalité par un gouvernement socialiste, c'était toucher à la Constitution, au droit de la nationalité et créer de la patridie. On a effectivement, depuis quelques années, tendance à toucher à tous ces mécanismes constitutionnels qui garantissent le reste. En gros, c'est la structure, effectivement. Et vous me parliez, monsieur, des technologies. Il y a plusieurs types de technologies. Vous avez raison de dire qu'on s'adresse d'abord et on utilise ces technologies, on expérimente ces technologies de pouvoir sur les marges, les exogènes, les SDF, les fous, je reprends toutes les étrangers et les banlieues, les quartiers populaires, parce qu'ils intéressent moins la population à un moment donné et parce qu'il y a moins d'intérêt sur eux à un moment donné et qu'après avoir expérimenté ces technologies de pouvoir, mais bon, c'est Foucault qui l'a très bien dit bien avant tout le monde, et bien après avoir expérimenté ces technologies de pouvoir, eh bien on les applique à l'intégralité d'une population. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a quelques dirigeants qui doivent diriger 66 millions de personnes. Comment est-ce qu'on fait pour diriger 66 millions de personnes ? C'est compliqué. Et effectivement, depuis toujours, le pouvoir a expérimenté des technologies de pouvoir. Vous parliez tout à l'heure du panoptique. Effectivement, c'était une philosophie utilitariste, Jérémy Bentham, Stuart Mill et d'autres encore, qui ont développé, d'un point de vue économique d'abord, toutes les technologies de pouvoir en disant comment est-ce qu'on peut rationaliser le pouvoir pour diriger le maximum de personnes avec le moindre de coûts possible et le moindre de personnes possible. Et c'est pour ça que Foucault reprend l'exemple du panoptique, c'est-à-dire ce schéma géométrique d'une prison où on a une personne qui peut voir tout le reste, tout le monde et tous les prisonniers. Il y a d'autres technologies de pouvoir qui ont été mises en place. Dernièrement, il y a une systématisation, à part, donc on parlait tout à l'heure de la surveillance généralisée, on parle aujourd'hui des violences policières. Et vous me parliez tout à l'heure, il y a une question qui a été posée sur les violences policières à laquelle je n'ai pas répondu, je vais en profiter pour y répondre. C'est que on a un président de la République, pendant le grand débat, un ministre de l'Intérieur, une directrice de l'IGPN qui est en charge justement d'enquêter sur les violences policières, et tous qui nous disent en chœur, les violences policières n'existent pas. Là, on est au-delà de l'autoritarisme, on est dans un raisonnement, je dis bien uniquement un raisonnement qui est totalisant, un raisonnement totalitaire, dans la mesure où on voit du matin au soir, avec le travail de Taha, avec le travail extraordinaire de David Dufresne, où l'on voit des violences policières dans les manifestations qui ont concerné cette fois non pas que les marges, mais tout le monde. Parce que les Gilets jaunes, ça montre que justement, toutes ces technologies commencent à s'appliquer sur l'intégralité de la population, à des personnes qui ne sont pas concernées habituellement, qui viennent manifester. Le 1er mai, on n'avait pas que des Gilets jaunes. Le 1er mai, les gens de la Salpêtrière, ce n'étaient pas forcément des Gilets jaunes, je les ai rencontrés, c'était des personnes qui ont été repoussées et à qui on a nié leur qualité de victime et qu'on a accusé d'avoir voulu agresser ou s'attaquer à un hôpital. Donc effectivement, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Et cette technologie des violences policières qui vient suppléer la technologie de la surveillance généralisée, c'est de pouvoir intimider, réprimer le plus grand nombre et de dire « vous n'êtes pas victime » puisque les violences policières, ça n'est pas un système, ça n'existe pas. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un outil de pouvoir et c'est devenu système. Et le fait de le nier, ça montre justement qu'il y a une volonté de ne pas reconnaître le caractère systémique de ces violences policières. Comment on s'en sort ? Parce que c'est ta question. Peut-être comme en 1789, mais je ne parlerai pas de révolution. Je parlerai avant de la 1789, on a Rousseau, on a d'autres philosophes, on a Kant, on a beaucoup de philosophes qui ont des idées. Et pour la première fois, la philosophie des Lumières, elle a cette particularité par rapport aux précédentes philosophies, c'est que les idées vont avoir pour effet ou pour volonté de transformer notre monde, notre réalité, notre quotidien. C'est l'aboutissement, c'est notamment la Révolution française, mais c'est également la création de la République. Et ça part d'un constat, c'est qu'on a un absolutisme,
qui dirige tout le monde, et on fait une séparation des pouvoirs qui va permettre de protéger et de créer des mécanismes de garantie de la population et des citoyens. C'est notamment ça. Donc évidemment, on est dans le Festival des idées et on va essayer, avec ces idées, de transformer à nouveau le monde, un monde où, on le voit tous, on est tous inquiets, pour répondre à cette inquiétude, la dernière question de tout à l'heure, on est tous inquiets de là où on va et de là où nos enfants, dans quel monde nos enfants vivront. Parce que pour moi, ma principe, je vous dis, je suis pas militant de naissance. J'ai commencé à mon avis à devenir militant quand j'ai eu des enfants. Et que je me disais que j'avais envie que mes enfants aient le même monde, à peu près le même monde dans lequel j'ai vécu, qui était meilleur que celui dans lequel ils vivent aujourd'hui et dans lequel nous vivons aujourd'hui, en termes de garantie et de protection. Comment est-ce qu'on fait ça ? D'abord, puisqu'on est dans un festival où il y a quand même majoritairement, pas que, mais j'espère pas, mais majoritairement des gens de gauche. Hein, et j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient dans les débats il faut refonder la gauche, restructurer la gauche, etc. Je pense que la gauche, elle doit d'abord payer les dégâts qu'elle a fait. Pour refonder la gauche, il faut qu'elle assume avoir fait n'importe quoi par le passé, en termes de liberté publique. Et donc elle doit refonder son schéma de pensée et considérer que les droits de l'homme, c'est bien le socle et pas le parent pauvre. Première chose, pour repenser sa pensée. Pareil pour le corps social. Nous tous, et aujourd'hui de manière générale, les gouvernants, on doit penser que les droits de l'homme, c'est le socle, la priorité avant tout, et que tout découle de ces droits de l'homme et de cette liberté publique. Et aujourd'hui, on a déjà des déclarations. On en a plein. On a plein de droits de l'homme. On peut en rajouter quelques-uns et il est nécessaire de rajouter notamment les droits environnementaux. Plus que nécessaire, parce que sinon il n'y aura pas de droits de l'homme. Si on n'a plus d'environnement, les droits de l'homme ne serviront plus à rien. Mais il faut maintenant les rendre effectifs, en fait. Et la grande question, la question centrale d'une refondation de la gauche, d'une refondation du corps social, d'une refondation de la pensée, c'est de rendre effectif. Et comment est-ce qu'on rend effectif ces droits de l'homme ? Parce qu'on a cette impression, hein, c'est pas qu'une inquiétude, on a l'impression qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent avoir des pratiques, des violences policières, utiliser les armes, blesser, mutiler, qu'ils peuvent dire que ça n'existe pas, qu'ils peuvent changer les lois, qu'ils peuvent même changer la Constitution. Il faut trouver et penser la façon dont on verrouille définitivement pour les générations à venir et pour les alternances politiques à venir, parce que c'est ça le problème, qu'on verrouille ces protections et ces garanties des citoyens. Ça veut dire penser le juge constitutionnel, par exemple, puisque c'est lui qui va déterminer et dire comment on interprète la Constitution, qui est le verrou. Penser le rapport entre la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce que la Constitution est en dessous ou est-ce qu'elle est autonome de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ? On ne peut plus vivre uniquement dans une souveraineté. On fait partie de l'Union européenne, on fait partie du Conseil de l'Europe. On ne peut plus dire moi j'ai ma Constitution, le Conseil de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est... Non. On ne peut plus parce que sinon, justement, on se contente de considérer que les droits de l'homme, ils vont avec le citoyen et pas avec l'humanité. Que les migrants, que les réfugiés, parce qu'ils ne font pas partie d'une communauté politique, eh ben, ils n'ont pas le droit aux mêmes droits de l'homme que nous qui vivons dans cette communauté politique, dans cette République. On ne peut plus penser de cette manière. Sinon, les droits de l'homme ne servent plus à rien. C'est ce que Hannah Arendt disait dans L'impérialisme aux origines du totalitarisme. Elle le disait très bien, c'est une hypocrisie, les droits de l'homme, après l'avènement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après ça, elle disait c'est une hypocrisie parce que tant qu'on pensera les droits de l'homme dans une souveraineté, dans une communauté politique, dans un confiné, eh bien, on ne pourra pas protéger l'intégralité des droits de l'homme de manière générale parce qu'on va faire face, dans les années à venir, à un défi majeur, les réfugiés climatiques, qui vont entraîner des bouleversements majeurs et que si on ne pense pas les droits de l'homme au niveau international aujourd'hui, beaucoup plus encore, dénués de cette citoyenneté, eh bien on ne pourra pas y faire face. Les mécanismes, c'est le Conseil d'État qui protège, parce qu'il s'appelle le Conseil d'État depuis toujours, et même s'il a acquis une certaine autonomie, eh bien de manière générale, on le voit au jour le jour, lundi, vous aurez une décision sur le LBD et sur les GLIF4 où on demande la suspension de ces armes qui ont mutilé, qui ne sont appliquées, qui ne sont utilisées pratiquement qu'en France, sur tout le territoire de l'Union européenne. Et on a un conseil qui nous dit c'est indispensable pour le maintien de l'ordre. On a évidemment ces institutions qui disent le droit,
qui devrait protéger le citoyen et qui protège en réalité l'État, l'ordre public, au lieu de protéger nos libertés publiques. Il y a toutes ces choses à repenser. Il y a le mécanisme du parquet qui constitue aujourd'hui une aberration parce qu'il est finalement la cheville de l'exécutif dans le monde judiciaire alors qu'on a la séparation des pouvoirs depuis 1789. C'est une aberration. Donc tout ça, on doit le penser aujourd'hui, on ne doit... Et on s'en sortira. Si, et seulement si, nous tous là, on commence à penser ces mécanismes sur lesquels on s'endort depuis trop longtemps et qui vont peut-être servir à des régimes autoritaires, voire plus, à nous rendre la vie, une vie dont on ne veut pas pour nos enfants. Donc ça invite à l'enthousiasme, militant et engagé quand même, et éclairé. Merci pour votre participation et bonne continuation. Je crois qu'il y a encore des débats là ou pas? Non, c'est fini ce soir.